Olivier Faure. Bonjour à vous. Premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne, 8 chapitres, 650 mesures. C'est le programme de la NUPES présenté hier par Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez à ses côtés ainsi que les autres leaders des différentes composantes de cette union populaire. Un projet global sur le plan social, dites-vous, qui raconte ce que serait un quinquennat de gauche avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon en cas de cohabitation. Alors on va détailler le programme, c'est très important, mais d'abord, première question, vous y croyez vraiment, vous, à la possibilité d'une cohabitation, Olivier Faure? Bien sûr. Ou c'est du bluff? C'est un bluff politique pour entretenir une dynamique électorale. Mais pourquoi voulez-vous y voir un bluff? Nous avons une élection présidentielle qui s'est déroulée dans une relative indifférence, avec un président qui n'a pas dévoilé son projet, qu'on ne connaît toujours pas. Et il y a une frustration aujourd'hui de savoir ce que seront les 5 prochaines années. Il y a 5 ans, la majorité actuelle a réussi à avoir une majorité avec 32%. Aujourd'hui, la gauche, à l'élection présidentielle, elle fait 32%, et on voit dans les sondages que la nouvelle Union populaire écologique et sociale devance la majorité actuelle, et donc il y a une possibilité, effectivement. Ça dépend des enquêtes d'opinion, qui sont en plus des enquêtes nationales, vous le savez très bien, Olivier Faure. Bien sûr, c'est 577 élections différentes. Bien sûr, il faut toujours se méfier des sondages, vous avez raison de le rappeler, mais je le dis, cette possibilité existe, et il y a cet accord inédit entre toutes les forces de la gauche et de l'écologie qui suscite un réel espoir. Je le vois tous les jours sur le terrain, dans ma propre circonscription, où il y a une envie, quelque chose qui permette d'envisager la France autrement, de ne pas être toujours finalement contraint à une forme d'asservissement au libéralisme avec son cortège d'injustice, d'inaction climatique. Il y a une volonté effectivement de changer. Alors, entrons dans le programme que vous avez dévoilé hier. Alors, c'est très dense, hein. J'en donne quelques mesures phares. Le SMIC à 1 500 €. C'était 1 400 pour Jean-Luc Mélenchon, mais il tient compte de l'inflation. Le retour de la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. L'eau et l'électricité partiellement gratuites. La bifurcation, dites-vous, vers une agriculture écologique et paysanne. La fin des pesticides, la baisse des gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030. 1 milliard d'euros pour les violences faites aux femmes, etc. Bon, vous retapez la maison du sol au plafond, là. Plus rien ne vous va aujourd'hui dans le modèle français? C'est pas que plus rien ne me va, c'est que plus rien ne va. En fait, on se dirige vers une catastrophe écologique que tout le monde connaît, qui est documentée, il y a des alertes récurrentes de la part notamment du GIEC, et nous faisons comme si ça n'existait pas. Alors, est-ce qu'on considère que ce modèle-là est un modèle qui est tout simplement vivable, ou est-ce qu'au contraire, on décide de laisser à nos enfants, à celles et ceux qui nous suivront, un monde qui soit encore un monde acceptable, vivable, dans lequel l'activité principale ne sera pas celle de rechercher de l'eau ou à manger. Tout de même, 65%, 2 tiers de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 8 ans. C'est un choc de décroissance que vous prometez aux Français. Et pourquoi y voyez-vous de la décroissance là où moi j'y vois de la croissance? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour parvenir à un tel résultat, tout simplement. Mais tout simplement, parce que, il y a des emplois par centaines de milliers à trouver dans, au contraire, la décarbonation de notre économie, avec la possibilité, là, de trouver des gisements que nous n'avons pas exploités jusqu'ici. Pourquoi faudrait-il absolument, au nom d'ailleurs de calculs à très court terme, vous dites, mais c'est difficile. Oui, ce sera difficile. Mais enfin, qu'est-ce qui sera encore le plus difficile si ce n'est un monde qui deviendra un monde complètement déréglé? On le voit aujourd'hui, la sécheresse qui touche déjà 13 ou 14 départements, avec un bouleversement climatique qui provoque dans l'ensemble de notre vaste monde des catastrophes météorologiques en permanence. Est-ce que c'est ça qu'on veut absolument trouver dans quelques années, ou est-ce qu'au contraire on a décidé de lutter avec toute l'efficacité que peut avoir justement une grande puissance comme la France? Mais dans un autre registre, par exemple, les Français s'inquiètent de l'inflation qui va sûrement dépasser 5% à court terme. Vous soutenez, vous, l'idée par exemple du gel des loyers, du blocage des prix? Mais bien sûr, je suis pour l'encadrement des loyers. Alors pourquoi vous préconisez... Alors attendez, je vous mets face à vos contradictions. Vous dites qu'il va falloir souffrir un peu pour baisser de 2 tiers les émissions de gaz à effet de serre, mais en revanche, là vous dites, surtout, il ne faut pas que les Français sentent l'inflation. C'est un peu contradictoire. Mais attendez, on ne parle pas des mêmes. Moi, ce que je vous dis, c'est que effectivement, ce sera difficile de mettre en place une économie qui soit une économie décarbonée. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que ça ne peut pas être la reproduction de ce qui avait été fait dans le quinquennat qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de faire peser la transition écologique sur les plus faibles. Donc évidemment, oui, il faut un SMIC à 1 500 €. Est-ce que vous avez essayé un jour de vivre avec 1 500 €, avec même aujourd'hui 200 € de moins? Mais avec moins.
Mais oui, enfin bon, bien sûr. On ne va pas parler de moi. Mais... on va pas parler effectivement que de vous, mais enfin, quand vous avez une famille à nourrir, que vous avez des enfants que vous voudriez envoyer tout simplement en vacances, quand vous avez des gens qui n'arrivent pas à finir tout simplement leur mois, est-ce que vous croyez vraiment que cette situation elle est tenable et que c'est à eux qu'il faut faire payer la transition écologique? La réponse, pour moi, elle est non. Alors, donc, il faudra rétablir, par exemple, un impôt sur la fortune, dont la destination principale sera à la fois d'assumer la transition, donc aller vers les énergies renouvelables, et puis en même temps accompagner socialement celles et ceux qui ne peuvent pas assumer cette transition. Alors, ce programme de la NUPES, c'est vraiment un projet global, je le disais, 650 propositions, mais se pose quand même la question du chiffrage. Combien coûte-t-il? Alors, vous esquissez une première piste de financement à travers un rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais ça ne suffira pas, Olivier Faure. Ce programme, combien va-t-il coûter? Est-ce que vous en avez une idée? Et à quel prix? L'endettement, des économies ailleurs? Comment vous envisagez sur ce plan-là? C'est marrant parce que cette question-là, elle est toujours posée pour ceux qui veulent du progrès. Mais je remarque que cette question n'a jamais été posée à Emmanuel Macron et qu'il vient de faire le quoi qu'il en coûte, sauf que lui, le quoi qu'il en coûte, il le fait peser sur qui? Sur les chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage, il le fait peser sur les retraites, c'est la réforme de l'âge légal à 65 ans, c'est toutes les mesures qu'il prend, c'est-à-dire que quand il maintient la CRDS alors qu'elle aurait dû s'éteindre l'année prochaine, il fait peser sur l'ensemble des Français le remboursement de cette dette Covid, alors que nous avons la volonté, au contraire, de faire peser cette dette, par exemple, sur les multinationales qui aujourd'hui, à la fois qu'elles aujourd'hui font des bénéfices gigantesques sur notre territoire et en revanche ne payent pas d'impôts. Eh bien, il faudra un impôt universel qui permette de chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans les poches de celles et ceux qui aujourd'hui font nos poches, mais s'en vont ensuite pour ne rien régler à la collectivité, alors même qu'ils bénéficient de nos infrastructures. Donc ça n'est pas possible, et donc c'est bien cela qu'il faut viser. C'est quand même complètement étonnant de voir qu'aujourd'hui, on a, depuis ce quinquennat, des gens qui vivent de leurs dividendes, qui sont moins imposés que ceux qui vivent de leur travail. Dividendes, c'est la rémunération du risque, Olivier Faure. Mais vous êtes en train de nous dire... Moi, je vous parle de la rémunération du travail. Est-ce que vous trouvez que ce soit normal qu'aujourd'hui, avec la flat tax, eh bien, quelqu'un qui rentre dans l'impôt sur le revenu, en réalité, paye plus d'impôts que celui qui vit de sa rente? Moi, je ne trouve pas ça normal. Et donc, il y a effectivement des équilibres à retrouver, parce que quand vous avez une économie qui fonctionne avec 160 milliards de bénéfices l'an passé pour le CAC 40, exceptionnel, record absolu, et qu'on considère que l'imposition pour eux ne doit pas du tout évoluer. Ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Et pendant ce temps-là, on demande à tous les autres de se serrer la ceinture. Vous trouvez ça logique, normal? Moi, je vous dis que non. Et je vous dis que effectivement, il faudra prendre l'argent là où il se trouve, plutôt que de le chercher toujours dans les poches de la classe moyenne, des classes populaires qui n'en peuvent déjà plus. Mais vous savez ce qui va se passer dans ce cas-là, Olivier Faure? Les gens un peu aisés vont partir. Les entreprises vont... Ça, c'est une histoire qu'on nous raconte systématiquement. Mais vous pensez qu'Amazon... Vous êtes socialiste, vous savez ce qui s'est passé en 2012-2013. Mais reprenez les tableaux et vous verrez qu'en réalité, il y a une fluctuation qui est très faible et que ça ne change pas grand-chose. En revanche, est-ce que vous pensez vraiment que Amazon, qui fait des bénéfices colossaux sur notre territoire, va s'envoler? Même s'ils sont plus imposés, qu'est-ce qu'ils feront? Ils continueront à préférer faire des bénéfices en France, même si ils sont moins importants que ce qu'ils avaient prévu, mais parce que ce marché-là, il va pas s'envoler. Et donc, ils en ont besoin. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, ces grandes multinationales, elles doivent payer. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, vous reconnaissez aussi au sein de la NUPES 33 nuances, c'est-à-dire des points de divergence, on peut le dire, sur 33 mesures, sur 650. Certains diront c'est beaucoup, d'autres que ça n'est pas beaucoup, mais enfin bon. La NUPES souhaite par exemple modifier les règles et traités européens incompatibles avec votre ambition sociale et écologique et n'exclut pas de désobéir aux règles européennes qui ne lui conviendraient pas. Est-ce que vous, socialiste, premier secrétaire du PS, Olivier Faure, vous êtes d'accord avec cela? Ce que nous disons, nous, c'est que nous pouvons objecter transitoirement dans l'objectif de faire évoluer les règles européennes. Même, regardez Madame von der Leyen, regardez Monsieur Macron. Non, mais là, c'est pas une question de bloquer des modifications, c'est déroger à certaines règles. C'est pas la même chose. J'y viens, à l'existant. Je vous dis qu'eux-mêmes disent aujourd'hui qu'il faut modifier les traités. Donc il faut faire évoluer l'Union européenne. Qu'est-ce que viennent de faire les Espagnols ou les Portugais sur la question du blocage des prix de l'énergie? Ils viennent de déroger aux règles européennes. Non, ils ont négocié avec Bruxelles. C'est pas la même chose. Ils l'ont pas fait unilatéralement. Qu'est-ce que fait? Alors, prenons des exemples, si vous voulez, non pas de dérogation négociée, mais regardez ce que fait la France depuis Maastricht. Est-ce que nous avons un seul jour, une seule année
Respecter le pacte de stabilité. Oui. Jamais nous ne l'avons fait. Est-ce que vous croyez, par exemple, que sur la question du renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques, la France a un jour respecté ses engagements pris vis-à-vis de Bruxelles? Jamais. Pourquoi? Parce que c'était un engagement qui supposait de privatiser nos barrages, avec des conséquences sur notre souveraineté énergétique, sur la question du prix de l'énergie, sur la question tout simplement de l'eau et de la biodiversité, et que donc les gouvernements successifs n'ont pas souhaité appliquer les directives européennes. Donc vous voyez, cette question-là, elle est en réalité très théorique. La vérité, c'est que bien sûr, on ne peut pas, de mon point de vue, faire de la désobéissance un principe absolu, ce serait l'Europe à la carte, oui. Mais en revanche, chercher à peser sur les décisions européennes, expliquer que pour le mieux-disant social, écologique, il faut faire évaluer les règles, ça oui, j'y suis farouchement favorable. Olivier Faure, on apprend ce matin que nous connaîtrons cet après-midi la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. J'imagine qu'avec votre programme en tête, ça vous intéresse peu ou ça vous intéresse vous avez envie de savoir qui comme tous les Français, ouais. Je regarderai quelle est la composition de ce gouvernement, mais en réalité, ce casting importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est ce que fera ce gouvernement. Et la réalité, c'est que moi, j'aimerais que maintenant que vous connaissez le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, j'aimerais qu'on connaisse aussi le programme de cette majorité qui avance complètement masqué, qui ne dit pas ce qu'elle fera. Et même quand je vois les hésitations sur la nomination de Madame Borne ou de Madame Vautrin, et on a appris par quelques indiscrétions, de journalistes informés, que le président avait hésité jusqu'à dimanche soir. Donc ça veut dire qu'il ne savait même pas quelle était la personne qui pouvait s'adapter le mieux à la politique qu'il entend conduire. L'une qui est celle qui a marché avec contre le mariage pour tous, l'autre qui a défendu les droits LGBT. C'est pas un peu, comment dire, caricatural de résumer Catherine Vautrin mais je la résume, à une manifestation? Je ne la résume pas, je dis simplement que vous avez sur des positions qui sont des positions très claires, qui engagent quand même un peu ce que l'on croit, eh bien on avait des gens qui pensaient des choses très différentes. Mais je ne condamne personne, je vous dis simplement que il y a quand même un vrai problème, c'est de savoir quelle est la politique qu'entend conduire Emmanuel Macron. Pour l'instant, nous n'en savons rien. On sait simplement qu'il veut repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans, ce qui n'est certainement pas une mesure de gauche. L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, rabatteur en chef à gauche pour Emmanuel Macron, voilà ce qu'on lit dans les journaux. Vous en dites quoi, Olivier Faure, en tant que socialiste? Mais écoutez, je ne veux pas trahir de conversation avec Bernard Cazeneuve, mais s'il était vraiment le rabatteur pour Emmanuel Macron, je serais très étonné, parce que je n'ai pas le souvenir qu'il avait, la plus grande admiration pour le président de la République. Donc ce serait un revirement, mais après tout... Mais la déception, des fois, fait faire des choses étonnantes. Il condamne la NUPES, il condamne le ralliement du Parti Socialiste que vous avez conduit. Mais écoutez, à moi j'aimerais qu'on arrête d'avoir simplement des paroles qui sont simplement de disqualification, de stigmatisation de tel ou tel, qu'on s'occupe d'abord des projets, oui. Et qu'on nous dise ce qui dans ce projet effectivement ne va pas. Est-ce qu'on est contre le SMIC à 1500 €? Est-ce qu'on est pour porter la retraite minimale aussi au même niveau? Est-ce qu'on est pour que les gens continuent à nous dire semaine après semaine qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont maintenant menacés par une inflation galopante? Ou est-ce qu'au contraire on leur dit non, on sera là pour vous protéger? Eh bien moi je suis de ceux qui veulent dire aux Françaises et aux Français oui, nous serons là pour vous protéger. Alors, il n'est pas le seul socialiste, Bernard Cazeneuve, à critiquer l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, elle est toujours dans le parti, que je sache, elle dénonce une union de façade et les salades de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle est toujours de la famille pour vous? Mais moi, j'aimerais savoir, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui se présentent en dissidence, qui sont les nouveaux frondeurs, j'aimerais savoir, en fait, à quoi ils se rattachent, à quel projet se rattachent-ils, que feront-ils si d'aventure ils étaient élus? Est-ce qu'ils rejoindraient la majorité d'Emmanuel Macron, comme vous avez l'air de le suggérer? Ou est-ce que je suggère rien du tout? Vous parliez à l'instant de Bernard Cazeneuve qui serait en train de rabattre les dissidents vers la majorité. Oui, c'est ce que vous aviez vous-même, Carole Delga, à l'instant, mais c'est ce que vous avez, dans votre journal précédent, expliqué à vos auditeurs. Donc, Carole Delga dit qu'elle n'est pas à vendre, à titre individuel. Eh bien, moi, je demande à savoir, à comprendre
où se placeraient ces fameux dissidents. Est-ce qu'ils seraient là pour rejoindre une éventuelle majorité de gauche et écologiste, ou est-ce qu'au contraire, ils iraient faire les supplétifs de la majorité d'Emmanuel Macron? Ben, c'est une vraie question, parce que quand on va devant le suffrage des Françaises et des Français, il faut dire ce que l'on présente. Quelles sont les possibilités? Ben, écoutez, il me semble que les grandes masses, elles sont là. Donc après, quand on est 2 ou 3, c'est difficile de dire que c'est les 2 ou 3 qui vont faire la politique française. Donc effectivement, il faut à un moment choisir l'espace politique auquel on appartient. Et ce que j'ai fait avec le Parti socialiste au cours de ces dernières semaines, c'est de rappeler aux Françaises et aux Français qui nous sommes, pour qui nous nous battons, et quel est l'espace politique auquel nous appartenons. Cet espace politique dans lequel nous nous reconnaissons, c'est celui de la gauche et de l'écologie. Merci Olivier Faure. Merci à vous d'être venu ce matin au micro d'Europe 1, le premier secrétaire du Parti socialiste. Merci à vous. Bonne journée.